penses que ton réseau domestique est sécurisé? Installer et configurer correctement ton réseau est la première étape pour protéger ton accès Internet. Dans l'épisode précédent, je t'avais présenté ce schéma. Aujourd'hui, je vais partager avec toi le matériel que j'ai acheté et je vais également te montrer comment configurer ces appareils. Bienvenue sur cette chaîne, si c'est ta première fois ici, je travaille dans la cybersécurité depuis quelques années et je partage avec toi quelques astuces dans ce domaine et les technologies. Voici le premier boîtier, c'est un équipement TP-Link. À l'arrière, on a le port pour l'alimentation électrique. Et à l'avant, on a un port fibre et un port RJ45. Et le câble pour l'alimentation électrique. Le prochain équipement est le point d'accès Wi-Fi Ubiquiti, le modèle U7 Pro. On va l'ouvrir. Voici à quoi il ressemble à l'intérieur. Et il y a quelques accessoires pour le fixer au mur ou au plafond. Voici à quoi il ressemble de plus près. Cet appareil offre une couverture Wi-Fi sur 140 mètres carrés max. Il y a un bouton pour la réinitialisation. Il y a un port RJ45 qui utilise le PoE pour l'alimentation électrique. Power over Ethernet ou PoE est une norme qui permet de fournir à la fois de l'alimentation électrique et une connexion réseau via un seul câble Ethernet. Le PoE est généralement utilisé pour les caméras IP, les points d'accès Wi-Fi ou les téléphones VoIP, etc. Les spécifications du PoE sont définies dans la norme I3E 802.3F qui a évolué vers les normes I3E 802.3AT et I3E 802.3BT. Mon point d'accès Wi-Fi supporte également le Wi-Fi 7 ou I3E 802.11BE. C'est la dernière génération de la norme Wi-Fi qui offre des vitesses de connexion beaucoup plus élevées, une latence réduite et une meilleure gestion des réseaux congestionnés. Le carton suivant contient le commutateur. C'est un Ubiquiti Lite 16 avec quelques ports qui supportent le PoE. On va l'ouvrir. Allez, je sors tout du carton. Voici à quoi il ressemble. Le point noir à gauche est un voyant de synchronisation. On a nos 16 ports RJ45, parmi lesquels 8 supportent le 802.3 AT ou PoE. Il y a un bouton pour la réinitialisation. Et à l'arrière, le port pour l'alimentation électrique. Le dernier appareil est un pare-feu. J'ai pris un Palo Alto 410. Allez, j'ouvre le carton. Voici à quoi il ressemble vu de dessus. À l'avant, on a quelques ports RJ45, des ports USB et un port console. Et à l'arrière, c'est le port pour l'alimentation. Et il y a également quelques accessoires, notamment un câble RJ45, un câble pour le port console et quelques éléments pour fixer le pare-feu au mur. Et bien évidemment, on aura besoin de beaucoup de câbles RJ45 afin de connecter tous ces appareils. J'ai acheté une bonne dizaine de câbles. Ce sont des câbles catégorie 6 qui offrent un débit maximum théorique de 10 gigabits par seconde sur des distances allant jusqu'à 55 mètres. Après la réception des colis, j'ai commencé par la configuration du commutateur. Dans le carton, il y a un QR code qu'il faut scanner et qui redirige vers cette page. J'ai effectivement tous ces éléments dans le carton. On peut soit fixer le switch sur un mur ou ne pas le faire. J'ai choisi l'option A pour le moment. La page suivante donne un résumé de la procédure d'installation. Il faut brancher le switch sur le secteur et le connecter à un serveur de gestion ou d'administration. Ensuite, tu peux administrer le switch à partir d'une application. Je n'utiliserai pas cette option. Deux options sont disponibles pour configurer ce switch, l'utilisation d'un serveur local de gestion ou l'utilisation d'un appareil dédié appelé UniFi Console. Donc voici un exemple. J'ai choisi la première option.
Pour installer le serveur de gestion, il faut télécharger le fichier d'installation sur le site d'Ubiquiti. Il existe un fichier pour Windows, Linux ou macOS. Je vais utiliser la version Windows téléchargeable sur cette page, mais plus tard j'utiliserai certainement la version Linux. Je t'en dirai plus le moment venu. J'ai exécuté le fichier exe, il faut 1 à 2 minutes pendant l'installation, puis il faut cliquer sur terminer. Le serveur Unifi va démarrer, il faut attendre généralement entre 1 à 5 minutes. Ensuite, tu pourras cliquer sur le bouton gérer le serveur dans un navigateur. Je définis le nom du serveur et le pays, puis je clique sur suivant. Je n'ai pas encore de compte, je clique sur ce bouton, je serai redirigé sur une autre page pour la création du compte. Sur cette nouvelle page, je définis un identifiant, une adresse email, un mot de passe et je clique sur créer un compte. Et si comme moi, tu ne veux pas créer de compte sur leur site, tu cliques sur les options avancées et cliques sur passer. Ici, je définis un compte local pour se connecter sur le serveur de gestion. Il faudra aussi une adresse email. Ensuite, tu peux cliquer sur terminer. Dès que j'ai accès à l'interface d'administration, je vais dans appareil Unifi et en parallèle, j'ai connecté le switch dans le même réseau que le serveur Unifi. Tu remarques qu'on a un voyant blanc à gauche sur la photo. Si tout se passe bien, tu dois voir ton switch apparaître ici. Il faut alors cliquer sur Adopt pour que le switch soit géré par le serveur. Après quelques minutes, le switch a été ajouté au serveur. Tu peux avoir le statut des ports, l'adresse IP, l'adresse MAC, etc. Je vais appeler ce switch SW-lab. Pour le moment, je laisse en DHCP l'adresse IP d'administration. Je définirai une adresse IP fixe plus tard. Il ne faut pas oublier d'enregistrer les modifications. Ensuite, je vais créer des VLAN. Un VLAN, Virtual Local Area Network, est un réseau virtuel qui permet de segmenter un réseau physique en plusieurs réseaux logiques distincts. Cela permet d'isoler le trafic, d'améliorer la sécurité et de faciliter la gestion du réseau tout en utilisant la même infrastructure matérielle. Concrètement, les messages ou trames fabriqués par un switch auront une étiquette qui mentionne un numéro de VLAN. La communication entre VLAN nécessite un appareil de niveau 3 comme un routeur. Pour créer ces VLAN, je vais dans le menu Paramètres réseau, nouveau réseau virtuel. Le premier VLAN s'appelle VLAN 10 pour le réseau DMZ, le VLAN 20 pour le réseau maison, le VLAN 30 pour le réseau admin, ainsi de suite. À la fin, j'ai cette liste de VLAN, je reviendrai plus tard sur les autres paramètres de configuration du switch. Pour le moment, je laisse passer tous les VLAN sur les interfaces du switch, c'est pour cela que dans le menu port, je sélectionne un port. Tu verras dans cette option, j'ai sélectionné Allow All. J'ai appliqué cette configuration sur tous les 16 ports du switch. Cette configuration va peut-être évoluer ou changer en fonction de mes tests. J'ajoute le point d'accès Wi-Fi à la console d'administration. Je clique sur le bouton Adopter. Il faut attendre quelques minutes, généralement entre 2 à 5 minutes. Ça y est, le point d'accès Wi-Fi a été ajouté. Tu peux constater que le statut a changé ici. Et sur la borne Wi-Fi, le voyant lumineux passe de blanc à bleu. Je vais appeler ce point d'accès AP-lab. Pour le moment, je laisse en DHCP l'adresse IP d'administration. Je définirai une adresse IP fixe plus tard. Et tu peux constater qu'il existe 3 bandes de fréquences pour le Wi-Fi, 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz. Pour chaque fréquence, il y a une largeur de canal par défaut, 20 MHz pour 2,4 GHz, 40 MHz pour 5 GHz et 160 MHz pour 6 GHz. Et tu peux choisir un canal. Il ne faut pas oublier d'enregistrer les modifications. Voici un petit récapitulatif des bandes de fréquences sur le Wi-Fi en général. Chaque bande a ses avantages. La 2,4 GHz pour la portée et les 5 GHz et 6 GHz pour des vitesses plus élevées. La largeur d'un canal Wi-Fi peut être comparée à une autoroute. Plus la route est large, plus le trafic peut passer. Le trafic représente les données. En augmentant la largeur du canal, nous pouvons accroître le débit.
Cependant, des canaux plus larges sont plus sensibles aux interférences et peuvent réduire la portée globale du signal. Ensuite, je vais créer des SSID. Le SSID est le nom public d'un réseau Wi-Fi. Il permet aux utilisateurs de repérer et d'identifier le réseau lorsqu'ils cherchent à s'y connecter. Chaque réseau sans fil possède un SSID unique, ce qui permet de distinguer les réseaux dans une même zone. Un point d'accès sans fil diffuse un ou plusieurs SSID. Dans mon exemple, je vais créer 3 SSID. Je vais dans le menu Paramètres Wi-Fi. Le premier s'appelle AP-maison. Je définis un mot de passe et je sélectionne un réseau. Je laisse les paramètres par défaut pour l'instant et je clique sur Ajouter. Je répète les mêmes opérations pour les 2 autres SSID, AP-admin et AP-invité. Et je vais masquer les SSID AP-admin et AP-maison. Il faut cliquer sur Manuel dans Avancé et sélectionner Masquer le nom du Wi-Fi. J'ai répété la même opération pour AP-maison. Si j'utilise un appareil avec Wi-Fi, voici ce que je vois sans masquer le SSID et ce qu'on voit en masquant le SSID. Pour le moment, j'utilise la configuration de base. Dans les épisodes suivants de cette série, je vais ajouter quelques fonctionnalités dans chaque SSID. J'espère que tu as aimé ce contenu et que cette aventure t'intéresse toujours. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de la configuration du pare-feu. En attendant, tu peux aller regarder l'épisode précédent.